Parce que pour les élèves, admettons, là, le plus gros obstacle à l'épanouissement que je peux voir, c'est les environnements toxiques. Au-delà des murs est un balado qui donne la parole à différents intervenants engagés pour l'épanouissement de l'enfance. Au-delà des murs des installations, des organisations, des institutions, pour nommer les incohérences, les problématiques et les obstacles à l'épanouissement de l'enfance. Mon nom est Suzanne Dano et avec chacun de mes invités qui se démarquent par leur engagement, on va aller au-delà des préjugés, des limitations, des croyances, du conformisme. Et ensemble, on va explorer des initiatives, partager des expériences stimulantes et apporter des solutions à l'épanouissement de l'enfance. Si vous êtes interpellé par le vécu des enfants, je vous invite à laisser un commentaire, à partager et vous abonner à cette chaîne. Alors, je vous attends dans ce prochain épisode. Bonne écoute. Bonjour David. Je suis vraiment content de te parler. On se connaît quand même depuis longtemps, même si on ne s'est pas vu dans les dernières années, hein? C'est comme une retrouvaille. Ça remonte à l'université, on parle de presque 20 ans quand même. Es-tu sérieux? Presque Ben, ça, 20 ans? ça fait 17 ans que j'enseigne. Fait que, ouais, plus les temps de stage, là. Oui, puis surtout, je pense que j'étais dans ton première année, dans ta première année de bac, il me semble Me que c'était ton semble, stage 1. oui, oui, oui. Fait que ça fait quand même un bon bout de temps. Un bon bout de temps. Hey, David, tu voudrais-tu te présenter un peu avant de commencer notre entrevue? Qui es-tu et que fais-tu? Je suis enseignant au primaire, je suis aussi conférencier, je suis auteur. Donc, ma passion numéro un professionnellement, c'est d'enseigner, c'est d'allumer des flambeaux chez les jeunes, mais aussi chez les collègues. J'aime faire rayonner l'éducation parce que c'est un métier tellement extraordinaire dans lequel il y a beaucoup de choses à dénoncer. Le système d'éducation est vraiment très imparfait. Fait que je pense que c'est important d'être capable de nommer ces choses-là, mais sans non plus être des rabat-joie qui font juste chialer. Il faut montrer le beau de notre métier. C'est tellement extraordinaire. Puis, c'est le fun de se lever le matin. Tu sais, on s'en va faire quelque chose d'important. On s'en va communiquer avec des jeunes. C'est vraiment stimulant. Donc, pour moi, ça fait partie un peu du message de pédagogue. Euh, Fait que c'est ça, je suis un allumeur de passion. Merveilleux, c'est bien dit, ça pour les enseignants, on en a besoin, hein, et qu'on a besoin de se connecter à notre passion pour arriver à rencontrer ces jeunes à tous les jours, là. Hmm. On va se lancer dans notre échange que tu as accepté de participer. Alors, c'est ça, la première question, c'est l'épanouissement. C'est quoi pour toi, David? C'est tellement beau, l'épanouissement. Je pense que c'est synonyme d'être complet. Je Hmm. pense autant au niveau intellectuel que physique, on est un peu dans la plénitude de qui on est. Donc, on s'actualise, on est capable d'avoir c'est ça, des satisfactions complètes au niveau physique, intellectuel. Bref, c'est synonyme de bien-être, l'épanouissement. Hmm. Donc, tu Hmm. sais, quand on est épanoui, on dirait que naturellement, on est plus motivé, plus serein, plus actif, plus facilement, je pense qu'on peut ressentir l'amour aussi. Et est-ce que tu vois comment il y a une espèce d'équilibre là-dedans? Tu sais, je parle d'être serein, mais d'être actif, d'être motivé, plein de vitalité, mais aussi plein d'amour. Il y a comme une espèce de balancier qui est juste beau à voir. Ouais. Puis ton langage corporel parle aussi quand tu as parlé d'épanouissement, d'ouverture. Oui. Oui, c'est comme ça. Magnifique. Je pense que tu as comme un peu répondu, mais j'aimerais ça te poser encore la question. Dans le fond, tu considères que quelle partie de ta vie est épanouie ou comment ça se manifeste l'épanouissement dans ta vie? Ah ben, je pense que je suis quelqu'un d'équilibré, justement. En tout cas, j'essaye Mm. fort. Tu sais, j'aime être actif. Donc, autant auprès de mes élèves que dans ma vie personnelle,
On fait de l'apprentissage en bougeant, c'est ludique. Puis même chose de mon côté personnel, c'est je vais faire du sport. Donc cet aspect-là est important, mais l'aspect intellectuel aussi. Se poser, méditer, réfléchir, écrire. Donc aller chercher un équilibre finalement, puis s'actualiser. Et aller chercher des nouvelles connaissances, se lancer des défis, accomplir des réussites. Ça fait partie, oui, ça fait partie de cet épanouissement-là, d'être capable de mesurer notre progression aussi, voir les échelons qu'on fait. Tu sais, je veux me rendre là-bas. C'est mon objectif, tu sais. Mais je célèbre qu'en attendant, ben, j'ai parcouru du chemin derrière moi. Je pense que ça fait partie de tout ça. Je suis quelqu'un de très motivé, quelqu'un de très actif. Et quand je parle d'équilibre, ben, faut faire attention à ça aussi parce que l'aspect professionnel, c'est un gros morceau, mais l'aspect familial aussi. Est-ce qu'on est aussi actif et serein et posé dans l'aspect familial, l'aspect aussi juste soi-même personnel, les loisirs, socialement aussi faire du bénévolat. On a comme plein de balles à jongler. Puis je pense qu'une fois de temps en temps, pour s'épanouir, il faut être capable de dire, OK, là, j'ai mis beaucoup d'énergie sur cette balle-là. Là, j'ai joué beaucoup avec. C'est le temps de donner un petit peu d'énergie à celle-là aussi pour s'assurer qu'on garde un équilibre. Hmm. Hmm. C'est le mot hein, que tu répètes à plusieurs reprises. Là, l'équilibre fait partie vraiment comme d'une balise qui t'aide à faire des choix probablement, puis à prendre les décisions que tu prends. Je pense qu'il faut être vigilant. Puis Hmm. une part de l'épanouissement, voyons, une part de l'épanouissement, je l'ai eu, c'est d'être capable, c'est d'être le maître un peu de où on s'en va. Parce qu'on peut se faire juste Hmm. porter vague, mais c'est là qu'on va finir par avoir un déséquilibre. Donc, il faut consciemment et volontairement se poser des moments de dire, bon, où est-ce que j'ai besoin de mettre mon énergie présentement? Quel aspect est-ce que j'ai délaissé un petit peu que je veux rétablir? Parce que si on fait juste se laisser aller, Hmm. je pense qu'on se tire dans le pied. Oui, effectivement. Puis, dans le fond, tu as commencé à nommer tantôt comment l'éducation était d'une certaine façon imparfaite et qui avait besoin d'être peut-être reboostée ou remotivée ou remodelée à certains égards. J'aimerais ça que tu me parles de c'est en quoi ou comment tu vois ça, toi, cet aspect de obstacle à à l'épanouissement. Ah, bon, d'abord, c'est facile de pointer tout ce qui est extérieur à nous parce qu'il y en a des obstacles à l'épanouissement, là. Tu sais, on va parler juste des enseignants, là, vite comme ça. On parle de pénurie de profs. Il n'y a pas de pénurie de profs. Il y a assez de gens qualifiés au Québec qui ont des brevets d'enseignement pour combler toutes les classes. Il n'y a pas de pénurie OK? d'enseignants. Il y a une pénurie d'enseignants qui veulent travailler dans les conditions actuelles. Ils sont partis faire d'autres choses. Ils prennent leur retraite, Ah, ils changent de champ complètement. Il y en a des obstacles à l'épanouissement au niveau des enseignants, dans le métier. Chez les jeunes aussi, il y a plein d'aspects extérieurs contre lesquels on ne peut pas grand-chose. Je pense que c'est important hmm, de nommer les choses, mais hmm, faut pas, faut pas, je pense, se sentir dépendant de ces obstacles-là qui sont externes. Comment on peut s'approprier notre propre épanouissement à hmm, l'intérieur? Tu sais, parce que pour les élèves, admettons, là, le plus gros obstacle à l'épanouissement que je peux voir, c'est les environnements toxiques. Tu sais, hmm, si le milieu familial, parce que c'est difficile, que ses besoins de base soient comblés, c'est pas un élève qui va se sentir épanoui, là. Fait qu'il y a des hmm, obstacles très réels, mais contre lesquels on peut rien. Donc, comment est-ce que moi, comme enseignant, je peux intervenir auprès de mon élève pour qu'il se sente le plus épanoui possible, malgré ces obstacles-là? Puis comment je peux l'outiller, lui, le petit pot, pour qu'il puisse s'actualiser et aller chercher du bien-être malgré des facteurs vraiment, vraiment nuisibles là-dessus, tu sais. OK. Et oui, vas-y. Ben, en fait, c'est comme si je trouve que tu as ouvert deux portes, puis j'aimerais ça comme les développer davantage quand tu parles qu'il
il y en a des enseignants, c'est juste qu'ils n'acceptent pas ou qu'ils n'ont pas envie de travailler dans les conditions actuelles. Tu veux-tu en parler un peu plus de ces conditions-là? D'après toi, ce que tu entends autour de toi, tu es dans le milieu, qu'est-ce Oui. qui démotive ou qui décourage les enseignants à enseigner? OK, on ouvre cette porte-là, c'est bon. Ben, d'abord, depuis qu'ils se sont mis à faire l'intégration des élèves à tout prix, puis couper, couper, couper dans les budgets de l'éducation, ce qui s'est passé, c'est que les profs, la tâche est vraiment significativement plus difficile qu'elle était là, ne serait-ce que 10 ans, même 5 ans avant la pandémie. Les classes sont plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'à chaque année, il y a de plus en plus de coupures. On n'entend pas trop parler. Les profs, à un moment donné, ils revendiquent, revendiquent, revendiquent. Ça tombe dans l'oubli. Puis le gouvernement, il fait C'est deux, trois petites annonces. Fait qu'on a l'impression que l'éducation n'est pas si délaissée que ça. La réalité, c'est que l'éducation est très délaissée. Toujours des coupures de plus en plus. Donc, concrètement, dans les classes, il y a Hmm. des élèves qui sont euh, intégrés de plus en plus. Les classes spéciales où il y aurait pu avoir du soutien ou bon, il y en a moins. Des TES, il y en a moins. Donc, dans ma classe de 20, possiblement 26 élèves, ben, je vais avoir des cas qui normalement seraient dans d'autres classes avec des besoins particuliers. Des élèves qui peuvent avoir des troubles de l'opposition, avoir des grandes difficultés d'apprentissage, des gros troubles de comportement, des élèves HPI qui ont besoin de vraiment être très stimulés, des élèves TSA qui ont besoin de c'est quoi un élève HPI? haut potentiel intellectuel, de la OK, douance OK, finalement. OK, OK. Oui, OK, OK. Donc, OK. Fait que dans le fond, c'est comme si tu vois dans tes classes de plus en plus d'enfants qui ont des caractéristiques particulières, singulières, qui nécessitent un accompagnement plus individualisé ou plus spécifique à leur réalité et que finalement, comme il y en a de plus en plus, ben là, il manque de ressources, manque de temps, manque de disponibilité pour ces enfants-là. manque énormément de ressources, manque de temps. Fait que les jeunes sont nombreux avec toutes des particularités spéciales, parfois vraiment intenses et tu sais, d'un bout à l'autre, là, ça peut être très hétéroclite. Puis là, les profs, ben, on se ramasse à essayer de nourrir tout le monde, mais là, on a juste 100% de notre énergie à donner. On ne peut pas donner plus que ça. Mm. L'idée, c'est que souvent, ce 100%-là il est insuffisant. Puis à force de devoir accompagner les jeunes à régler leurs conflits, à vivre leurs émotions, tout ça, ben on n'a plus tant le temps d'enseigner. Fait que ça met de la pression, il y a un peu de retard qui s'accumule. Il faut un peu faire des miracles avec pas grand-chose, alors que si on avait juste plus de soutien, des classes plus petites ou plus adaptées aux réalités de chacun, et qu'on pourrait tellement faire de la magie. Encore plus que ce qu'on... Mm. Mm. Ben, une autre cause aussi, je pense, qu'il y a le temps d'écran, tu sais, qui est de plus en plus une part de la vie des jeunes. Euh, Tout le monde est rendu dépendant à ça. L'encadrement à la maison est pas toujours impeccable, ou en tout cas pas toujours en lien avec les normes gouvernementales, tu sais, les conseils, pas plus que 2 heures d'écran par jour. Il y en a pour qui cette idée-là est impensable. Ah C'est oui. 2 heures Puis d'écran là, toi, par tu jour. t'adresses à des enfants de quel âge? Là, tu travailles avec des élèves de quel âge? Ben, personnellement, je travaille avec des élèves du troisième cycle, donc on est entre 10 et 12 ans, là. Mais Fait que cette déjà, réalité-là, à cet âge-là, tu vois elle est très présente, là, cette réalité-là d'une dépendance aux écrans. oui, 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 puis ça s'installe de plus en plus tôt. Puis ça, c'est sans compter toute la pression des réseaux sociaux. Tu sais, les jeunes qui se font des groupes sur Snapchat, qui se mettent à discuter, puis là, oups, il y a des insultes qui passent là-dedans, puis des chicanes, puis de l'intimidation, puis des images que tu ne voudrais pas nécessairement que tes enfants voient. Les parents ne sont pas tant au courant de ça. Tu sais, ils laissent aller leurs jeunes, puis bah, mon enfant, il est correct, là. La pression sociale, c'est beaucoup, puis les groupes de discussion, ça fait partie vraiment de la vie sociale à cette heure pour beaucoup d'enfants. Puis tout ça, je pense que ça vient nuire à l'épanouissement, au sentiment de bien-être. Parce que, Mm. ben, quand tu es dans l'insulte, dans l'agression, dans la violence verbale, dans l'intimidation, euh, Mm. on s'éloigne de la sérénité dont on parlait tantôt. Oui, 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 c'est ça. Mais on est justement là en train de. Je trouvais ça important d'avoir un espace pour les nommer, tu sais, ces obstacles-là à l'épanouissement, parce que sans mettre toute l'attention là-dessus, ben, je trouve que c'est important d'oser dire les choses. Moi, je suis très préoccupée par ce que je vois du développement des jeunes. Oui. Puis on dirait que je n'entends pas parler tant que ça. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça.
important que tu oses nommer certaines choses que tu observes, toi, dans ton environnement. Oui, puis tu sais, si on pouvait rien faire par rapport à ça, là. Tu sais, on peut éduquer les parents. Par exemple, il y a plusieurs écoles qui m'engagent pour aller donner des conférences sur le temps d'écran, justement, aux parents. OK, Fait que OK. il y a moyen. Ça s'accompagne, puis les jeunes aussi, puis on peut aller chercher une espèce d'illumination, je vais dire, par rapport à ça. Puis hop, une fois qu'on l'a, ben, on en profite parce que sinon, les mauvaises habitudes se réinstallent. Tu sais, l'apathie, là, c'est facile. Donc, mais une fois qu'on a eu, OK, mes parents puis moi, on a été ensemble, on a eu une réalisation commune, hop, on met des choses en place, on les transforme en bonnes habitudes. Donc, il faut créer des momentum. Puis s'en servir, je pense que comme enseignant ou comme n'importe quel intervenant dans le réseau d'éducation, comme direction, comme personne qui travaille au centre de service, on peut créer des opportunités comme ça de dire, hey, tout le monde, on met quelque chose en place, on crée une belle vague, on surfe dessus. On a des pouvoirs. Oui, Puis un obstacle dont je veux qu'on parle, Suzanne, oui, oui. c'est l'estime de soi. Je pense L'estime que, de soi, t'as dit? oui, je pense que Hmm. tout saper, saboter l'estime de soi, c'est probablement le plus grand obstacle à l'épanouissement personnel. Donc, comment on fait pour travailler sur l'estime de soi? Ben, on est en prise en charge, là. On est en train de, soit individuellement, je travaille sur mon estime de soi, soit comme enseignant, soit comme parent. On peut accompagner les jeunes pour travailler leur estime de soi. Et si on réussit à créer un bon estime de soi chez les enfants, on vient d'enlever l'obstacle numéro un, je pense, à l'épanouissement. Puis qu'est-ce que selon tes observations, qu'est-ce qui nuit à l'estime de soi présentement? Tu as parlé des écrans. Quoi d'autre? Les réseaux sociaux qui viennent affecter, dans le fond, qui est lié à leur manque d'habilité de communication, puis une faible estime de soi, ça fait que ça tombe vite dans des réactions un peu plus agressives, mais tu vois-tu d'autres choses qui nuisent à cette estime de soi? Ben oui, ben dans les réseaux sociaux, on ne l'a pas nommé, mais il y a tout l'aspect du paraître. Tu sais, on met le plus beau, le plus grandiose, le plus Mm. extraordinaire. Donc, là, au niveau de l'image corporelle, c'est difficile. Au niveau des accomplissements, la vie des autres est toujours belle et incroyable, ces réseaux sociaux. Tu as un contraste avec ta vie. Ça met la barre tellement haute que ça en est décourageant. Ça met des standards impossibles. Donc, il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect de violence dont je parlais tantôt, souvent dans les discussions, dans les jeux. Ça ne se parle pas bien. Donc, c'est dur d'avoir une belle estime de soi quand tous tes amis n'arrêtent pas de te traiter de con, d'épais, d'imbécile, puis c'est normal. Oh, mais c'est mon ami, tu sais. Attention, là, tes mots, quel impact ils ont, même si tu dis que c'est à la blague, même si c'est pas vrai. Mm. Pourquoi tu dis ce mot-là? Pourquoi tu ressens le besoin de traiter ton ami de cave? Tu sais, comme Mm. d'où Mm. ça vient ça? Puis pourquoi pas le remplacer par quelque chose qui ferait du bien à ton ami à la place? Tu sais? Donc, cet Mm. aspect. Fait que Euh, c'est comme, ça fait partie de l'image sociale de se traiter de ces noms-là, parce que d'être dans la bienveillance, tu aurais de l'air de un mou ou de pas cool ou de quelque chose comme ça serait ça dans le fond? peut-être, peut-être. Je trouve que celle-là est difficile à expliquer. J'ai pas Mm. réussi à savoir pourquoi le besoin de Mm. s'insulter tout le temps comme ça entre amis. Souvent, c'est juste de l'imitation, hein. Euh, Oui. beaucoup, beaucoup d'imitation. On le voit avec toutes les tendances et réseaux sociaux. Par exemple, moi, tout le monde dans ma classe, il y a quelques semaines, disait Sigma Boy tout le temps. Tu sais. Moi, j'ai juste fait une pause. Tu sais. Pourquoi tu dis ça? Est-ce Ouais. que tu sais ce que tu veux dire? Ouais, pas vraiment. OK. Pourquoi tu le dis? Ah, ben parce que tout le monde le dit. Ouais. Et pourquoi tout le monde le dit? Parce que tout le monde le dit. Tu sais, il y a comme. Fait que prendre des prises de conscience de qu'est-ce correct, tu suis les tendances, puis parfois c'est absolument pas grave. Mm. Mais pourquoi tu les suis? D'où vient ce besoin-là? Puis est-ce que c'est toutes les tendances qui devraient être suivies? Mhm. Mhm. Mais je Intéressant, je pense. t'écoute, puis c'est comme si tu nommes des choses que je pouvais déjà observer il y a 20 ans, il y a 30 ans. Tu sais, c'est comme, là, on est dans des préadolescents quand ils sont en cinquième, sixième année. Nommerais-tu comme ça? Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Fait qu'il y a comme tout le sentiment d'appartenance à une gang qui commence à prendre de plus en plus d'importance. Fait que l'image de la gang, si je veux faire partie de la gang, donc il faut que j'emploie le discours qui va faire que je vais paraître
cool là, pour appartenir à ce groupe-là? C'est-tu ce que tu observes? Hey, l'humain reste l'humain, hein? Puis tu l'as bien Oui. dit, le besoin de faire partie du groupe, le besoin d'être cool, d'être accepté, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'omniprésence des réseaux sociaux. Tu n'as plus de pause, là. Mm. Et l'information voyage tellement vite. Et puis, Ouais. les petites tendances qui étaient locales avant sont plus locales, sont rendues mondiales. Ah Donc, oui, ah oui, oui, l'effet, oui. l'effet de groupe est puissant comme jamais. Et là, ce serait Ah, facile de tomber dans Ah, c'était mieux dans mon temps, maudits réseaux sociaux, si on pouvait, on s'en débarrassera pas. C'est ça la vérité. non, 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 exactement. Faut faire avec, faut faire avec. Donc, c'est à nous, comme enseignants, comme parents, comme société, de s'adapter à ça, puis de créer des balises, des environnements dans lesquels on outille les jeunes, on met des choses en place Mm. pour qu'on puisse profiter au maximum de tous les bienfaits que ça apporte Mm. en évitant le Mm. plus possible les pièges, puis ce qui va nous saper l'estime personnelle. Mm. Parce que Mm. c'est Mm. Internet, c'est extraordinaire. Je trouve que c'est un peu comme Mm. une voiture. Une voiture, c'est un outil puissant dans la vie. Puis avant, ça n'existait pas, mais maintenant que ça existe, la société est construite autour des voitures. Ce serait vraiment difficile de s'en passer. C'est un outil puissant qui peut être très bénéfique. Maintenant, si je m'en sers mal, je peux détruire des vies. Mm. Internet puis les réseaux sociaux, Mm. c'est pareil. C'est Mm. puissant, c'est très beau, ça peut être tellement utile, mais si je m'en sers mal, je peux vraiment faire des dommages. Ouais. Puis c'est comme si je vois qu'il y a comme une éducation à faire. Tu sais, comme il y a peut-être pas dans mon temps, mais dans le temps de quand moi j'étais enfant, on pouvait Mhm. boire au volant. Tu sais, comment, tu sais, la caisse de bière entre les deux jambes, là, ça se faisait, là, tu sais. Fait qu'il y a eu comme toute une éducation sur, il n'y avait pas de ceinture de sécurité, les enfants se promenaient dans l'auto n'importe comment. Fait qu'il y a eu comme toute une éducation qui a été faite justement pour rendre cet outil-là intéressant avec le moins de conséquences possible. Puis là, on dirait, je fais le parallèle avec les réseaux sociaux. Oui, Comment c'est un outil puissant, je suis d'accord avec toi, comment ça peut être tellement utile, pratique, on rejoint tellement de gens de cette façon-là, on est relié à plein de personnes qui sont stimulantes, mais il y a de l'éducation à faire pour qu'on utilise à bon escient, justement. Il y a comme des règles, des codes à mettre en place, puis à installer pour chaque personne individuellement, là. oui. Puis on a tellement de pouvoir personnellement pour aider les gens avec ça. Je vais juste partager mon expérience personnelle en tant que papa. J'ai 3 filles, dont 2 ados. Et moi, ça a été super important d'établir ça avec mes filles au début, quand ils ont commencé à voir comme leur petit cellulaire, puis hop, Messenger pour la première fois, tu sais. Ben, régulièrement, je m'assoyais avec elles. OK, viens-t'en, on va aller regarder tes réseaux sociaux ensemble. Puis là, on parcourait, peut-être une fois, 2 par semaine au début, puis de moins en moins à force que le temps passait, mais là, on regarde les conversations avec ses amis. Premièrement, c'était clair avec elle que s'il y a des choses qui sont secrètes, privées, Internet, c'est pas la place pour ça. Et on leur enseigne, on les éduque sur pourquoi est-ce que le privé n'existe pas vraiment sur Internet. Fait que si tu veux des secrets, parle au téléphone ou attends d'être en face. Puis là, fait qu'on regarde ça avec elle, tu sais. Puis là, oups! Tu sais, comment tu as répondu là, à ton ami? Ça s'appelle du chantage émotif. Puis on fait pas ça. Puis là, on les éduque. Oh, ici, là, tu sais, quand elle t'a écrit ça, comment ça t'a fait sentir? Un peu bizarre, tu n'étais pas sûr de ce qu'elle voulait dire, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Ben, viens me voir, tu sais, puis je vais pouvoir t'aider à répondre. Hop là, et tel petit gars vient de t'envoyer un message, il veut être ton chum. OK, comment qu'on réagit à ça à cette heure? Bon, on va le faire ensemble. Mais on les éduque, on leur montre comment Mm, être si, mm, comment avoir mm, une étiquette. Et c'est extraordinaire comme moment, père, fille. Puis là, je les vois, celles que ça fait une couple d'années, là, c'est super rare à cette heure que je m'assois avec elles pour regarder ce qui se passe sur Internet, parce que ma plus vieille, à 16 ans, est rendue super bonne. Une fois de temps en temps, je le fais quand même. Parce qu'il y a une autre affaire qui est beau, qui est belle avec ça, c'est de rentrer dans la vie de mon enfant. Tu sais, comme mhm. c'est ça que ton ami, OK, parle-moi-en donc un peu. Puis là, j'apprends plein d'affaires que mon enfant m'aurait juste pas dit parce qu'elle n'y aurait pas pensé. Euh, c'est beau. Mm. On est dans le côté positif puis dans l'estime de soi.
Oui, exactement, dans la relation que tu établis avec ton enfant. Puis aussi, ce qui m'impressionne, c'est de voir comment il y a de la confiance pour qu'elle se confie à toi, qu'elle l'ouvre, qu'elle te donne accès à toute cette partie-là de sa vie qui ne te concerne pas d'une certaine façon, c'est ses amis à elle. Fait que je trouve que ça parle du lien qu'il y a avec ton enfant, avec tes filles, qu'elles acceptent de s'ouvrir comme ça. C'est génial. Puis toi, ben, par le respect que tu accordes à toute cette communication-là, puis cette partie-là de sa vie, ben là, elles sont en confiance pour s'ouvrir encore plus. Fait que je trouve ça vraiment inspirant comme exemple. Ouais, merci. Ben, merci. Puis, je pense qu'on a ce pouvoir-là comme parents et comme enseignants, enseignantes auprès des jeunes de Oui, s'intéresser à eux. oui, Quelle, quelle belle façon de nourrir leur estime personnelle, de sincèrement, tu sais, les aimer, OK, oui, mais leur montrer qu'on les aime, oh, en s'intéressant à eux et en ne les jugeant pas. Ils vont faire des gaffes, ils vont faire des bêtises. On va les conseiller, comme un coach. Tu sais. Tu veux réussir à oui, tel objectif, mais moi, je vais te montrer comment faire. Fais ça, fais ça, fais ça, ça va bien aller. Tu sais. Fais-moi confiance, vas-y. oui, Mais sans les juger quand ils se plantent. Hop, OK, oui, bon, ça, c'était une erreur. Oups, palais. Bon, on apprend de ça. Maintenant, la prochaine fois, comment on va reprendre ça? Ou comment on va réparer cette gaffe-là ensemble? Sans qu'ils se oui, sentent jugés, qu'ils se sentent accompagnés. Je pense oui, que c'est oui, oui, tellement oui. fort pour nourrir leur estime. Oui, oui, oui. Puis ça nous amène à cette autre question là, que je voulais prendre le temps de développer avec toi, c'est qu'est-ce que tu mets en place auprès de tes élèves? Là, tu nous donnes des exemples avec plus personnel avec tes filles, mais comment tu t'y prends dans ta classe pour nourrir l'estime de soi de tes élèves en considérant ce que tu as nommé au début, là, combien c'est hétéroclite, avec des besoins tellement diversifiés, même des fois à l'opposé les uns des autres. Comment tu fais? Ouais, merci. Ben, j'espère que j'y arrive le plus possible. Puis, tu sais, quand je parlais tantôt de prendre des temps d'arrêt pour faire comme, attends un petit peu, tu sais, dans l'équilibre de ma vie, où est-ce que je dois mettre de l'énergie? Et je pense que c'est un peu pareil dans l'équilibre de ma classe. Tu sais, hey, me Hmm. semble, ça fait longtemps que j'ai pas une discussion avec. Tu sais, fait que, whoop, je vais réparer ça. Je vais aller rétablir l'équilibre un peu. Je vais aller parler à cet élève-là. Je vais l'inviter à jaser avec moi à la récréation. Peu importe. Je vais trouver des façons de lui montrer que l'élève m'intéresse. Ah, tu lis tel livre. Ah, wow, c'est le fun. Ben, regarde, j'ai pensé à toi, lui, tu vas l'aimer aussi. Des petites affaires, montrer aux jeunes qu'on s'intéresse à eux. Je pense que c'est beaucoup en partant. Hmm. C'est important aussi que nos élèves aient des défis à relever. Hmm. L'épanouissement, ça vient avec un sentiment de compétence. Oui. Donc, puis ça se gagne avec des défis. Donc, avoir la motivation d'accomplir des objectifs, puis aussi ben, la satisfaction d'en avoir accompli. Euh, donc, comme Et prof, là, tu dois avoir des élèves dans ta classe qui sont tellement démotivés qu'ils ne veulent pas relever de défis. J'imagine qu'il doit y avoir des élèves avec qui c'est plus difficile. il y a toujours des élèves avec qui c'est plus naturel d'entretenir la relation ou qu'il y en a qui Oui, sont plus naturellement épanouis, on va dire ça comme ça. Puis justement, les élèves, pour que c'est le plus difficile, c'est eux qu'on doit aimer le plus fort. C'est eux avec qui on doit vraiment se forcer pour ressentir le plus d'amour, euh, pour aller vers eux puis les nourrir à leur hauteur. Tout le monde est capable de réussir des objectifs oui. donc, de façon personnalisée. Hey, toi, là, toi, tu es tellement capable de faire ça. Puis une phrase que j'aime utiliser, c'est ça pour toi, présentement, c'est un défi, là. Ça, c'est difficile pour toi. On va le transformer en force. Je suis ton coach, fais-moi confiance, fais ce que je te dis, puis ça va être rendu ta force. D'ici Noël, on est bon là-dedans. D'ici la semaine de Hmm. relâche, ça va être ta force. Fais juste faire ce que je te dis, ça va bien aller. On est ensemble là-dedans. Puis quand il se plante, oups, OK, t'es trompé, on apprend. Oublie pas, ça va être une force, ça. Ce discours-là, cette confiance-là qu'on peut placer en eux, ça a de l'impact. Vraiment. Génial. Puis on dirait que j'aimerais ça, avant de conclure cet entretien-là, que tu me parles de ta pédagogie nature que j'ai vu passer, que tu voulais écrire un livre sur cette pédagogie nature. Fait que tu veux-tu juste terminer là-dessus? Ça représente quoi pour toi? Puis comment ça s'actualise? Bon,
Hey, je pourrais t'en parler longtemps. J'ai combien de temps? Ah, ben écoute, on pourrait se donner un autre entrevue juste pour parler de ça si Oui, tu. mais ça, j'ai En combien tout cas, de temps pour boucler, là, là, il te mais resterait 5 minutes, là. parfait, on fait ça en 5 minutes. Let's go. Euh, ben, je pense qu'une des choses importantes, c'est le jeu dans la vie. Moi, comme enseignant, je suis sorti du bac, puis déjà, je savais que je voulais que mes élèves s'amusent à l'école. Euh, parce que moi, j'ai haï l'école. Puis je voulais offrir un contexte dans lequel on apprend pour vrai. Les apprentissages sont durables dans le plaisir. Puis l'épanouissement, ça se passe aussi dans le plaisir. Être actif, mais avoir du fun. Tu sais. Alors, j'ai toujours cherché des façons de passer la matière de façon plaisante. Et ça n'a pas été long que j'ai regardé par la fenêtre. C'est un immense terrain de jeu. Il y a de l'espace. Il faut l'utiliser. Il faut être capable d'enseigner d'une approche différente, sans jeter par la fenêtre l'approche traditionnelle, plus classique à l'intérieur à s'y poser, parce qu'elle a vraiment des forces. Mais y rajouter une autre porte d'entrée pour les apprentissages. Et voir une même notion, mais de deux manières différentes, c'est Mm. tellement gagnant. Donc, le côté ludique a toujours été super important pour moi comme enseignant. Ça n'a pas été long que dehors, ça a été une évidence. Et puis, c'est beau. Puis les études le démontrent. Les jeunes sont plus motivés quand ils font de l'enseignement en plein air. Sont aussi, ils ont plus tendance à se montrer empathiques ou à travailler en équipe. La synergie est meilleure quand ils sont dehors parce que c'est actif, c'est des projets, on est en mode exploration, on est en mode jeu. Donc, il y a vraiment une belle chimie qui se crée entre les jeunes. Plus de motivation, plus de bien-être, moins d'anxiété, peux-tu croire? Les jeunes qui sont Wow. pas à Wow. l'extérieur et qui apprennent dehors Mm. Mm. sont moins Mm. anxieux. Quel cadeau à Mm. leur faire. Moi, personnellement, ça m'arrive, et c'est arrivé à mon stagiaire aujourd'hui qui a enseigné dehors pour la première fois lui-même son activité qu'il avait créée. Puis je vis la même chose. Tu es en train de superviser tes jeunes là, qui font l'activité que tu as créée pour eux. Puis tu as un moment de Wow! Et qu'on est bien. Quel bel job! Ah, oui, vraiment. Hey, je suis payé, moi, présentement. Ça n'a pas de bon sens. Euh, Mm. et il y a quelque chose de vraiment extraordinaire qui se passe chez les jeunes. Ça fait partie du bien-être, de la plénitude, de l'épanouissement. Puis, tu sais, on parle Mm. d'épanouissement. Moi, ça a été un gros cocher fait dans ma vie d'écrire le livre sur l'enseignement en plein air, qui s'appelle en passant Le primaire en plein air, tout le monde. Mais tu sais, d'écrire un livre, de partager l'expertise que j'avais acquise là-dedans, mon expérience, d'être fier de ce projet-là, ben, ça a été un gros morceau dans ma vie d'épanouissement, de fierté personnelle. Et ben, une fois qu'on a coché celui-là, ben, j'ai déjà le prochain objectif qui s'en vient, tu sais. C'est comme ça la vie. C'est clair, parce que c'est tellement une approche. Écoute, moi, j'ai lu un livre, Le cerveau et la nature, et c'est Ouais. fascinant de voir tout l'impact de la nature sur le cerveau à travers mille et un détails, comment juste la couleur du ciel fait du bien au cerveau, juste ce que dégagent les arbres en plus de l'oxygène fait du bien. Fait que on devrait être toujours dehors finalement. Ah oui. Même dans notre cher Québec, où des fois c'est un peu plus froid. Ah, Ouais. écoute, l'hiver, c'est Mm. beau. Il y a des belles choses à faire l'hiver. Ouais, ouais. Ben, écoute, je pense qu'on va prendre le temps de conclure comme il faut cet entretien-là, quitte à te réinviter éventuellement pour qu'on puisse aller plus dans les d'autres détails de t'as juste comme ouvert des portes que j'aurais aimé aller approfondir, mais dans un premier temps, ben, je tiens à te remercier. Puis, mon Dieu, que ça me fait du bien de me connecter à ton enthousiasme, à toute ta passion. C'est tellement communicatif. Wow! Fait que c'est un plaisir. Puis j'ai envie aussi de te remercier pour tout ce que tu fais pour les enfants, les élèves qui sont tellement chanceux de te rencontrer comme enseignant. Toutes les formations que tu fais auprès des parents, merci de le faire. Fait que tu as un engagement qui est diversifié et en même temps avec ta personnalité qui est porteur d'ouverture, d'enthousiasme, de dynamisme et des pas vers l'épanouissement. Alors merci pour ton temps que tu m'as accordé pour cet entretien-là. Mm. Grand plaisir, Suzanne.